D'accord, on commence le plus bêtement possible. Qui est Francis? Il est né quand? Et je sais pas, moi, dans le cadre familial. Eh bien, je suis né exactement à Rabat, À Rabat. en 1936, mais je n'y ai vécu que 6 jours. Car mes parents n'habitaient pas Rabat, mes parents habitaient le Bled. Ils étaient agriculteurs à Camp-Marchand, c'est-à-dire Romalie aujourd'hui, très exactement Merchouch. C'est-à-dire quand on descend vers le sud de Rabat, on prend la route de Wetzem. Ça s'appelait déjà Camp Marchand, Roumanie? Ça s'appelait Camp-Marchand. Oui, d'accord. On disait en arabe Roumanie. Roumanie. Et c'est redevenu Roumanie à l'indépendance. Et là, c'est à 70-75 km de Rabat en descendant sur Wetzem. Il faut quitter la route principale pour prendre une petite route secondaire, qui d'ailleurs, au bout d'un moment, devenait tout à fait une piste. Maintenant, elle est goudronnée. Enfin, c'était à l'époque. Une piste, enfin, jusque chez nous, elle était goudronnée et encore 1 kilomètre après. Donc, mes parents avaient acheté une ferme, là, en 1929. Ils étaient arrivés directement de France? Ils arrivaient de Tunisie. De Tunisie, hein, d'accord. Où mon père travaillait. Après ses études agricole en Tunisie, mon père travaillait chez un de ses cousins qui, lui, avait des domaines en Tunisie, était né là-bas, de parents nés là-bas. Et puis, ils ont pu vendre, il y avait des bonnes terres au Maroc. Je crois qu'ils avaient déjà un cousin qui était là. C'est souvent comme ça. Il y a des choses intéressantes à faire. Et alors, ils se sont mis ensemble à 5 ou 6, je ne sais plus. Bon, les uns apportant leur fortune, les autres empruntant quand ils n'avaient pas de fortune. Et ils ont acheté en commun un lot de terre, voilà, à Merchouch. Et au début, ils étaient dans la division. Ils avaient un lot commun qu'ils cultivaient ensemble. Et ils sont arrivés, là, c'est l'année où mon père s'est marié. Ils étaient à peine mariés, ils ont amené sa maman ici, sa jeune femme. Et ils cultivaient ensemble. Et alors on a des photos de l'époque qui sont assez impressionnantes parce qu'ils ont cultivé tout de suite à l'américaine. Ils ont acheté du matériel américain. Et alors on voyait 6 énormes charrues tractées par 6 gros tracteurs à chenilles en ligne. Tu as toujours ces photos? 7. Les photos, tu les as toujours? Moi je ne les ai pas, mais on les a dans la famille. D'accord. C'est intéressant. Et on voit 6 moissonneuses batteuses également, ou 5 ou 6 ou 4, je ne sais plus, c'est une grosse machine à l'époque qui était elle-même tirée par de gros tracteurs, en ligne toujours dans ce plateau de Merchouch. Et ils ont commencé comme ça. Et puis au bout de quelques temps, mon père était chef de culture dans cette association. Et les autres, les uns s'occupaient de gérer l'affaire, les autres ceci, de cela. Et alors, ça n'est qu'au bout de quelques années qu'ils ont divisé les lots en fonction de l'apport de capital personnel de chacun. Là, mon père, qui était un des moins riches, a eu un lot de 300 hectares, un espèce de carré au milieu, presque pas au milieu, non, en bordure du domaine de notre cousin Fabre. Quand on regarde le plan de la ferme, effectivement, on voit que c'est un carré englobé d'un côté par les Fabres et de l'autre côté par d'autres propriétaires. Mais c'était un carré de 300 hectares quand même. 300 hectares de bonne terre de Tirs, bon, ça va, il y a quand même de quoi vivre. Mais il était très bien situé parce que juste en bordure de route, ou plus exactement, la route passe au milieu des terrains de mon père. Il a installé sa maison au bord de route. Ça fait que c'était très, très agréable, très pratique. La piste d'accès était très courte, alors que souvent les pistes d'accès pour aller à une ferme étaient longues. Et bien en mauvaise saison, tu t'embourbais sur la piste quand tu allais chez les gens. Chez mes cousins, soit on s'embourbait, soit il y avait une partie encaillassée qui était absolument insupportable. Chez nous, il y avait à peine 50 mètres de piste pour arriver à la maison. Donc, tu restais à Roumanie, tu as fait tes études? Alors voilà, mais mon enfance, c'est Merchouch. C'est Merchouch. Toute l'enfance Alors, toute l'enfance, oui. Plus ou moins, parce que
à Merchouch, il y avait une école. C'est plutôt, les colons ont créé une école pour eux, pour leurs enfants. Il n'y avait rien. Laïque. Pas Laïque. tenu par, je veux dire, pas tenu par... Pas tenu par les l'Église. Non, tenu par une institutrice qu'ils avaient été chercher quelque part en Bourgogne. C'était d'ailleurs la belle-sœur d'un des agriculteurs du coin, l'un des colons. Oui, laïque. Enfin, c'était des gens chrétiens. Oui, je veux dire, pas tenu par des religieux. Non. Et c'était l'école des colons. L'école des colons. Il n'y avait pas de petits Marocains. Non, il n'y avait pas de petits Marocains. Les petits Marocains avaient une école coranique sur place. Un point, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Il y avait un frère qui venait, et il y avait un mssid. Je ne sais pas d'ailleurs où il était. Mais je sais, à cette époque-là, les Marocains, c'est rare, étaient ceux qui faisaient des études. Bon, les fils de notables. Ou quelques fils de notables. D'accord. Après, il me dit qu'à l'indépendance, ils étaient 300 bacheliers au Maroc. Bon. Or, moi, mes études datent des années 40. Je suis entré à l'école, je crois, en 41. Oui. Donc, à cette époque-là. 5 ans. Hein, À l'âge de 5 ans. à l'âge de 5 ans. Oui. Alors, il n'y avait pas avant école maternelle. Non, l'école maternelle, nous on la faisait à la maison. On était petits, tu sais, on avait une institutrice. Une institutrice qui s'occupait de tous les enfants, de toutes ces familles-là. C'est-à-dire, il y avait, je ne sais pas, une quinzaine de familles sur le plateau. Ouais, donc c'était l'école du plateau. Oui. Donc tu étais entré à l'école primaire pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans des conditions qui ne devraient pas être très idéales. Ça n'a pas été ressenti. De mon point de vue d'enfant, ça a été peu ressenti. Mon père a été mobilisé quelques jours, peut-être quelques semaines. Il est allé à Rabat, il a mis un uniforme, il était officier de réserve de cavalerie, il me semble, et libéré très vite, comme la plupart des autres, parce qu'il avait déjà 4 ou 5 enfants. Non, et puisqu'il y avait aussi l'armistice. Signé par... Oui, mais il n'a pas combattu. Il n'a pas été au front. Il n'a pas été au front, et je ne sais pas si beaucoup de colons ont été au front, du moins tous ceux qui étaient pères de famille, etc. Ici, les autorités n'ont pas jugé bon de les recruter pour la guerre de 39-40. Et donc il est revenu. Moi, je ne me rappelle pas l'avoir vu en uniforme, mais justement, à la maison, il y avait son uniforme, il y avait ses burnous, il était dans les spahis. Il y avait ses burnous blancs et rouges qui servaient de couverture, ou je ne sais pas, qu'on mettait sur les lits à l'occasion. Sinon, après l'école primaire, l'école primaire, je ne l'ai pas tout à fait fini là-bas parce que il me semble que l'école chez nous s'arrêtait au CM1. Qu'on ne passait pas le certificat d'études au bled. Parce que, bon, tu te souviens, la préparation, ce qu'on appelait le certificat d'études, c'est-à-dire le passage entre le primaire et le secondaire, qui était couronné par le certificat d'études, c'est quand même un examen très important. Autrefois, c'était la base de l'enseignement en France. C'est la fin du primaire. Un enfant qui sortait du primaire avec le certificat d'études, il avait en tête une bonne partie des connaissances utiles à la vie. Quand tu avais fait un bon primaire, ça suffisait comme bagage. c'est pas comme aujourd'hui. Et alors, pour le CM2, qui n'existait pas au bled, on nous a envoyé avec mon frère aîné, lui d'abord, et puis moi après, à Rabat. Alors là, je commençais à entrer dans des écoles libres chez les pères franciscains, qui avaient un couvent. Sinon, avant de venir à Rabat, le programme d'enseignement, c'était quoi? C'était le programme de l'école française, standard. Pas de langue arabe. Ah non, pas de langue arabe. Pas de langue arabe. Donc, malheureusement, dès cette époque-là, j'en ai un peu souffert. J'ai regretté ça.
Moi, c'est une idée qui m'a... Alors, elle m'était peut-être pas venue tout de suite, mais quand mon frère est allé à Rabat, il a fait de l'arabe. Les pères franciscains avaient mis l'arabe au programme de leurs élèves. Ah, d'accord. Et moi qui trouvais l'arabe une langue très difficile parce qu'elle s'écrivait de manière spéciale, je voyais mon frère qui revenait et qui nous récitait des prières en arabe. Il avait appris sur le père. Oh, c'est formidable. Ben, c'est le côté exotique de nos langues. Un petit peu. Et puis, catastrophe, quand je suis passé, moi, en secondaire, l'arabe a été remplacé par l'anglais. C'était une grande déception. D'accord. Alors à Rabat, donc tu as... Alors à Rabat, j'ai fait mon CM2 dans une école communale, une école laïque de la Galle, qui était située près des pères franciscains. Les pères franciscains, ils avaient leur grand couvent à la place actuellement qui s'appelle le Rabi al-Alaouia, là où il y a un grand ensemble immobilier et commercial, qui s'appelle autrefois Place Jeanne d'Arc. C'est Kais? C'est le grand complexe Kais? Peut-être. Oui. Et bien, ils avaient là une assez grande propriété avec un couvent, c'est-à-dire. Il y avait une église paroissiale, une grande église. D'un côté, il y avait le couvent des pères, c'est-à-dire où ils menaient leur vie religieuse, etc. Et de l'autre côté, il y avait un bâtiment qui était une école tenue par eux. Et où ils avaient des élèves jusqu'au bac, de la 6e au bac, en petit nombre. Mais ils avaient peut-être une soixantaine d'élèves, enfin, jusqu'au bac, dont ils assuraient l'enseignement. J'ai su plus tard que c'était une école apostolique, c'est-à-dire destinée à fournir des jeunes franciscains. D'accord. Mais je ne le savais pas à l'époque, sinon peut-être que j'aurais fait des difficultés à entrer là-bas. C'était l'école franciscaine. C'était l'école franciscaine. Ils appelaient ça, eux, mais je ne l'ai pas su sur le moment. Sur le moment, j'aurais fait une scène à mes parents pour ne pas y aller. Ils appelaient ça une école séraphique. Séraphique? Parce que séraphique, c'est les adjectifs qu'on aimait pour Saint François. D'accord. Saint François d'Assise. Ah, d'accord. Et ça fournissait effectivement des vocations. Plusieurs de mes camarades, plus âgés que moi, sont entrés chez les franciscains par cette filière-là. Ils ont fait leurs études, ils ont passé le bac, et ils sont entrés directement, ils ont traversé l'église, et ils sont entrés au couvent de l'autre côté. Notamment un grand arabisant comme Alfred Louis de Prémar, que j'ai vu, moi, devenir franciscain, prendre l'habit franciscain, etc. Ce qui m'a... pour moi, ça a été un effet de repoussoir. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu avais contre les franciscains? Je n'aimais pas, j'aimais bien les franciscains, du moins il y avait des franciscains très gentils, très bien, et j'aime bien leur style. Mais je n'aimais qu'à moitié leur habit, je trouvais ça totalement désuet et pas pratique du tout. Je n'aimais pas leur barbe, ils étaient tous barbus. Je trouvais qu'ils avaient toujours des savates comme ça aux pieds. Moi, je trouvais qu'en hiver, il faut porter des chaussettes. Enfin bon, etc. Et puis, ils passaient très très longtemps à l'église, tous les jours. Alors, moi, je trouvais qu'un peu ça va, mais beaucoup c'est trop. Ça, c'est français. Beaucoup c'est trop. Je n'avais pas du tout une vocation de moine, et malgré tout, les franciscains, bon, ils exerçaient des apostolats, des ministères, ils étaient curés de paroisse, ou bien ils faisaient autre chose, mais ils avaient un style monastique, un style de monastère. Quand ils étaient chez eux, bon, ils se réunissaient pour chanter l'office, et puis, etc. C'était très fermé? C'était un petit peu fermé. Mais alors, malgré tout, les franciscains, dont beaucoup étaient au service. Qui était prédestiné avec ton prénom de Francis? Eh bien, écoute, mon prénom de Francis est tombé dans la famille par hasard. Ça a été le fruit d'un désaccord de mes parents. Je ne me rappelle plus le nom que ma mère voulait me donner. Moi, je crois que mon père voulait m'appeler Paul et ma mère voulait m'appeler autre chose. Ils n'étaient pas d'accord et finalement, ils ont pris Francis. Et autrefois, chaque petit chrétien qui recevait son nom à la naissance était rattaché à un saint du même nom.
qu'on appelait son patron. Mhm. Eh bien, ils m'ont affecté comme patron, non pas Saint François d'Assise, le fondateur des franciscains, mais Saint François Xavier, un des fondateurs des Jésuites, un compagnon d'Ignace de Loyola, un des fondateurs des Jésuites. Pourquoi? Je n'en sais rien. Quelle dévotion avait-il envers Saint François Xavier? Quel culte avait-il pour Saint François Xavier? Je ne sais pas. Mais là, au contraire, j'ai été prédestiné, sans le savoir, à être jésuite un jour. Ah, d'accord. Et ça n'a pas eu une influence directe? Aucune influence directe. Aucune. Alors, tes études au secondaire? Alors, j'ai commencé là mes études secondaires, donc j'ai fait mon CM2 à Rabat, donc cette école communale, et puis j'étais interne chez les pères franciscains. On avait 5 minutes à pied à faire, 5 à 10 minutes à pied à faire entre l'école et l'internat. Et puis le secondaire chez eux, ils avaient le secondaire, alors j'ai commencé le secondaire là. Mais au bout de 2 ans, ils ont fermé, ils ont décidé de fermer l'école. Vers... Je ne sais plus, 48. Je ne sais plus pour quelle raison. 1948. Et alors, mes parents tenaient à l'école. Il y avait des changements à la hiérarchie de l'Église. C'est 48, c'était le départ du franciscain, du vicaire apostolique, très franciscain qui était Henri Viel. On l'a enterré. Il est enterré ici. Oui, je l'ai enterré. Tu l'as enterré? Je ne sais pas si j'étais enfant de cœur à l'époque. J'ai été enfant de cœur, comme tout le monde, comme tous les petits chrétiens, comme beaucoup de petits chrétiens très pieux. Enfant de cœur, c'est-à-dire, tu sais, on s'habille et puis on va devant le prêtre, etc. J'étais à son enterrement. Est-ce que j'étais dans la file des enfants de cœur ou simplement dans la foule? Je ne me rappelle pas. Peut-être que je n'avais pas été jugé digne d'être. Non, je ne sais pas si ça correspondait à un changement dans l'église. C'était la venue de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, oui. Je ne sais pas si ça correspondait à un changement dans l'église. Je ne me rappelle pas exactement les circonstances pour lesquelles ils ont fermé, mais ils ont fermé. Ensuite, tu t'es dirigé. Et alors, mes parents ne voulaient pas nous mettre au lycée. Mes parents étaient de très bons chrétiens, très, très pieux, très pratiquants. Et ils ont cherché un établissement libre, catholique. Au Maroc, il y en avait quelques-uns. Il y avait Foucault au Kazakh, qui marchait bien, qui était réputé, il y avait ceci, cela. Il se trouve que ma mère avait un frère qui était jésuite et qui était directeur d'un collège de jésuites en France. Où déjà plusieurs de mes cousins étaient élèves. J'avais des cousins qui étaient non voisins d'ailleurs, qui étaient plus âgés que moi, de 4 ou 5 ans. C'était dans quelle région? Poitiers. À Poitiers. Et qui étaient partis là-bas avant la guerre. Et ils étaient restés là-bas toute la guerre. Ils avaient d'ailleurs changé de collège, parce que mon oncle avait aussi, lui, changé de collège. Et alors, donc, dans la famille, ça se savait, on en parlait, etc. Puis alors, les jésuites, la réputation de l'éducation des jésuites. Alors, je crois qu'il y a eu un assez long débat entre mon père et ma mère pour savoir si on allait nous mettre internes en France, alors que la famille était ici. Déjà, quand nous étions internes à Rabat, quand je suis arrivé à Rabat, pour ma première année d'internat, j'avais 9 ans. Oui. Eh bien, alors je voyais mes parents toutes les semaines, mais quand même, c'était déjà un petit peu fort. Et là, c'est 3 années après, c'est-à-dire que mon frère aîné avait 13 ans et moi 12, il s'agissait d'aller en France et de voir, à ce moment-là, on se déplaçait quand même moins facilement qu'aujourd'hui. Il n'était pas question de revenir à toutes les vacances, à tous les projets. Il était question de revenir pour les vacances d'été. Eh bien, nous avons mis un terme là-bas, en 48, sous la houlette, sous la tutelle de l'oncle. Et alors, je revenais au Maroc pour l'été, mais j'ai passé toute l'année scolaire en France. Alors, en France, avec la famille, pour les tout petits congés, on allait à Paris chez des cousins. Pour les congés plus longs, on allait chez ma grand-mère qui habitait la Normandie. Bon, c'était bien tout ça. Enfin, c'était dur par rapport à nos racines. Oui. Et c'est en France que tu as appris l'arabe? Non. Non. Oh, en France, j'ai appris le latin, le grec, l'anglais, non pas l'arabe, alors non. Ni dans le lycée, Ni au lycée. Ni au lycée. Ni au lycée. Donc, c'est un apprentissage tardif?
très tardif, très tardif. L'arabe, ce que je savais d'arabe, c'était les 50 ou 100 mots que j'avais appris à la maison, dans les jupes de ma mère, et ensuite dans la ferme, avec les gens autour de nous, car au bled, on parlait l'arabe dans la vie courante. Pourquoi? Parce que les employés, les travailleurs agricoles n'avaient aucune scolarisation, ne parlaient pas un mot de français. Et la plupart des agriculteurs avaient appris l'arabe. Certains pendant leurs études, d'autres après sur le tas, mais beaucoup le parlaient assez couramment. Quant aux dames, quant aux mères de famille, eh bien, elles faisaient ce qu'elles pouvaient, et avec un accent souvent horrible, elles arrivaient à s'expliquer un petit peu pour la vie du ménage. Disons que les braves femmes du bled croyaient apprendre une langue étrangère, croyaient parler français. Quand Madame Gouin disait Gilles Belrobs, peut-être que la cuisinière comprenait qu'elle comprenait du français. Pour elle, c'était du français. C'était cet ordre-là. Mais c'est comme moi, j'ai commencé à apprendre ça, j'étais tout petit. Et puis ensuite, en sortant de la maison, mon père, dans son travail, ne parlait qu'arabe. Et donc, on avait un petit bagage d'arabe, et c'est le seul bagage que j'ai eu pendant des années. Donc, tu es resté en France, à Poitiers, pendant 5 ans, tout en revenant pour les vacances d'été. Et tu reviens après 5 ans au Maroc? Ah, ben, au bout de 5 ans, entre-temps, j'avais été frappé par ce qu'on appelle la vocation, c'est-à-dire un sentiment très fort d'être appelé par Dieu à la vie religieuse. Et c'est venu comment? Tu as encore la mémoire fraîche. Écoute, le déclic, on peut toujours avoir cette vocation, mais il y a un petit déclic où il n'y a plus moyen de faire demi-tour. J'étais un enfant très pieux. Bon, mes parents étaient, pour moi, les racines. Les racines, c'est mes parents. Mes parents étaient des gens très pieux. On faisait la prière tous les soirs en famille. Surtout mon père. Mon père avait un tempérament assez mystique. C'est-à-dire, non seulement il faisait ses prières, non seulement il allait à la messe tous les dimanches, mais il faisait volontiers des retraites en plus, des retraites spirituelles, c'est-à-dire des nourritures spirituelles, et il emmenait ma mère le faire à Rabat chez les pères franciscains ou ailleurs. Il fréquentait, il écoutait beaucoup les conférenciers religieux, etc. Mais c'était une religion, si tu veux, qui était, chez lui, qui était incarnée, c'est-à-dire, il n'avait pas que des qualités, il était éventuellement emporté, enfin nerveux, un peu autoritaire, en tout cas il prenait souvent des décisions tout seul. Avec nous, il n'était pas, tu sais, il n'était pas très caressant, nous avons été frappés étant jeunes. Mais il était très généreux, très gentil, très généreux et très gentil, très bon. Je crois qu'il était très bon au départ et qu'il est devenu de plus en plus au fur et à mesure qu'il approfondissait sa vie spirituelle. Et il était généreux envers les gens. Alors il y avait ça. Il était tellement généreux que, en 1948, il a fait don d'un terrain au père franciscain pour qu'ils y établissent un dispensaire pour soigner les Marocains du bled. Où il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça. Ben c'est après, chez nous, nous encore, on n'était pas trop loin de Romagny, de Camp-Marchand. Quelqu'un pouvait aller à Camp-Marchand se faire soigner, mais il avait acheté un autre terrain dans les collines plus loin, sur la route de Wedzem, là, dans un endroit qu'on appelle les Roalem. Roalem. Ça te dit quelque chose? Oui. C'est pas très loin de Khatouat, quoi, hein, les Roalem. Et là, les gens étaient loin de tout. Alors lui, il avait entendu parler, il savait que les franciscains avaient fait des choses de ce genre ailleurs, notamment à Tassert. Tu as entendu parler de Tassert? Oui. Eh bien, il a, dans cette propriété qu'il avait, où il élevait des moutons, enfin c'était une propriété surtout d'élevage, un peu de culture,
il a pris un bout de terrain de 3 ou 4 hectares, qu'il a donné, dont il a fait don à l'église, aux franciscains. Il a participé à la construction du bâtiment, et je crois que c'est lui qui a creusé le puits, hein. Et les franciscains ont accepté ce don et sont venus y établir une communauté de 3 ou 4 pères qui se consacrait à soigner les pauvres au Golgo des alentours. Et moi, à partir de 48, nous, on y était tout le temps. C'était chez nous, si tu veux. C'était chez nous. Bon, il y avait 10 ou 15 kilomètres de piste à faire, mais c'était chez nous. On avait une ferme annexe juste à côté, à 2 kilomètres, où on allait pour nos vaches, pour nos ruches, etc. Et les franciscains, on était vraiment en famille. Ils nous traitaient comme la famille. Tu vois. Alors ça m'a beaucoup marqué. Tu vois. Alors, des hommes passaient leur vie à soigner les pauvres. Alors en France, donc ce déclic, cette vocation, et bon, il y a un autre élément. cet appel. Il y a un autre élément qui est que moi, je crois tout jeune, j'avais été frappé de la fracture sociale où nous vivions. Nous, dans des maisons, les Marocains sous la tente, sous la khayma à l'époque. Il n'y avait pas de maison, il y avait des khaymas, sauf quelques riches sous la khayma. Bon, sans eau, sans lumière. Nous scolarisés, eux pas scolarisés, nous en voiture, à pied, à tout. La fracture sociale complète. Bon, et avec ça, alors on n'y réfléchissait pas tellement, mais moi, recevant une instruction religieuse sérieuse, qui n'abordait pas les problèmes sociaux, et enfin quand même, les principes. Quand tu lis l'évangile, etc., bon, que celui qui a 2 chemises en donne une à celui qui n'en a pas, etc. Bon. Or, mon père, lui, ça, il le pratiquait très fort. Et de plus en plus, il était très généreux. Si tu vas vers Chouche, les gens en parlent encore. Hein. 30 ans après sa mort, ou plutôt 20 ans après sa mort, 30 ans après son départ, etc. Les gens en parlent encore. Ils disent, Monsieur Hubin, c'était formidable avec ses ouvriers, c'était un sac de blé tous les ans, c'était un agneau à la naissance d'un enfant, c'était ceci, c'était cela, etc. Il était non seulement juste, mais généreux. Les salaires, il donnait les salaires officiels qui étaient très faibles. À l'école, à l'époque, je crois que les premiers registres qu'on a, ils étaient payés 5 francs à l'époque. De quoi s'acheter quoi? Ben, je crois qu'ils survivaient avec ça. Les prix étaient très bas quand même. Hein. Alors, si tu veux, j'étais élevé dans une ambiance d'injustice sociale, mais une injustice sociale qui, moi, me révoltait un petit peu. Mais c'était un sujet que je ne faisais pas trop aborder, j'étais encore très jeune, et dont mes parents étaient conscients, parce que je voyais que mon père essayait de le compenser, cette injustice sociale, par sa générosité. Bon, le fait d'avoir, je te dis, pris un terrain pour faire un dispensaire, il est le seul à l'avoir fait. Et de plus en plus, il soignait les gens chez lui, avec des remèdes, etc. Non, il était très bon. Et alors, en plus, une éducation religieuse, une vie de prière assez poussée. J'étais pieux, moi j'allais à la messe très souvent, sinon tous les jours. Ce qui est amusant, c'est que je n'y serais pas. Si ça avait été obligatoire, je crois que ça m'aurait agacé. Ce qui était obligatoire m'agaçait. Mais chez les jésuites, il y avait une ambiance de liberté, grâce à Dieu. Qu'on ne retrouve pas chez les franciscains. Oh, si, je ne sais pas. Bon. Les franciscains, ils étaient assez libéraux, ceux que j'ai connus, moi. Le système. Oui, mais ils nous embêtaient pas, si tu veux. Les élèves, ils étaient relativement respectés. On n'était pas obligé de prier comme eux. Hein. On avait eu quelques prières ensemble, mais non, ils nous fichaient la paix. Pour ça, les franciscains là-bas, je les ai trouvés très sympas, parce qu'ils étaient... Bon, ils étaient des enseignants ou des éducateurs plus ou moins compétents, mais c'était des hommes sympathiques. Des hommes sympathiques, ils jouaient avec nous au rugby. Non, ils étaient... Mais il y en a un qui a été mon professeur de français et de latin en 6e, qui était un homme remarquable.
Et alors à Poitiers, eh bien, alors que mes parents de temps en temps m'interrogeaient sur mes désirs pour l'avenir, 14 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'en savais rien. Je caressais l'idée de devenir médecin. Pour moi, le médecin, c'était une espèce d'apôtre. Oui, qui faisait du bien autour de lui. C'était l'expérience que j'avais, moi, des médecins ou les gens qui faisaient un peu ce métier-là, c'était des gens qui soulageaient la misère humaine. Et mon père avait commencé des études de médecine avant de faire de l'agriculture. Alors c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, paf, eh ben, je me rappelle que ma mère me demandait, à une époque, est-ce que tu ne penses pas devenir prêtre, etc. Bon, je dis non, je ne sais pas du tout qu'on mette la main sur moi. Et puis un beau jour, je crois que c'est en sortant d'une classe de français, j'étais en avant-dernière année de lycée, je ne sais pas ce que c'était, un texte de Victor Hugo, je ne sais plus. Ouf, une espèce d'éblouissement, tout d'un coup. Genre, Tu plonges. la question, j'ai l'impression que Dieu m'a posé une question à moi. J'ai besoin de toi, etc. Présent. Présent. Et ça a été acquis. Ça a été acquis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, et ça n'a pas fait membre d'un doute. Alors si, bon, pendant quelque temps, tu ne sais pas quoi faire avec ça, et puis tu vas en parler à quelqu'un, alors je ne sais pas trop en parler à mon frère. Mon frère était avec moi, ça a été la grande force, une des grandes forces de mon lycée, c'est qu'on était deux ensemble. Ah, je me suis beaucoup appuyé dessus. On avait d'ailleurs deux ou trois cousins du même âge qui étaient nos voisins au LED et qui étaient avec nous du même âge. Et on faisait une petite équipe de Marocains là, qui se tenaient les coudes, heureusement, parce que alors là, tu sais, les petits Français de l'époque, les Français de l'Hexagone, Se moquait un petit peu des petits Marocains. ça arrivait, Ça arrive. ça se terminait de manière sanglante. Mais je les trouvais très attardés, très provinciaux, très demeurés, très confinés sur l'Hexagone, leur petite bourgeoisie provinciale. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils n'avaient rien vu. Nous, on avait été élevés dans une ambiance de liberté, au grand air. À 13 ans, on montait sur des chevaux. À 13 ans, on conduisait des voitures. 12 ans, 11 ans. D'où ton côté bricoleur et tout, ouvert sur exactement, oui, mais ça c'était la vie à la ferme. Je ne suis pas différent d'aucun des autres. Je suis même un des moins doués de ces gens-là, parce que moi j'ai très vite été, dans la famille, j'ai très vite été un intellectuel, et j'aimais lire. Et alors que mes frères et autres étaient plus sur les tracteurs, ou dans les ateliers, ou sur les chevaux, moi j'étais souvent dans ma chambre en train de bouquiner. Mais quand même, cette ambiance-là, à l'époque, je ne savais pas faire grand-chose, moi, en mécanique, je ne sais pas si j'aurais distingué un carburateur d'une pompe à injection, mais bon, on avait quand même quelque chose. Mon père d'autorité nous mettait sur des chevaux, il nous mettait sur des chevaux, à 3 ans, sur sa selle devant lui. À cette époque-là, on parcourait les champs à cheval. À 2-3 ans, il nous emmenait à cheval, et puis, alors, dès qu'on avait 8-10 ans, il nous mettait à cheval, sans parler des ânes qu'on avait quand on faisait des parties d'équitation. On faisait des rodéos avec des ânes tant qu'on pouvait. Et puis, il nous mettait un fusil entre les mains, il avait très confiance, il nous mettait au volant d'autorité à 10-12 ans. Et sa méthode d'auto-école, c'était la manière forte. C'est-à-dire, par exemple, tu prenais le volant, et puis tu allais dans le fossé, il t'envoyait une gifle. Ensuite, il ramenait la voiture sur la route. Alors, à la deuxième fois, tu faisais davantage attention. Pour dire cette ambiance de liberté dans laquelle on avait vécu. Bref, j'ai eu cette espèce d'appel intérieur, très clair, à cet âge-là, vers 16 ans. Et assez vite, au bout de quelques temps, je ne me rappelle pas quelques jours, ni si c'est quelques jours, j'ai été en parler à un prêtre que je voyais, un des jésuites que je voyais un petit peu régulièrement, enfin qui était un peu notre répondant, qui était un type extraordinaire. J'en ai connu deux. J'en ai connu beaucoup de prêtres, beaucoup de jésuites, dont mon oncle. Alors, mon oncle,
Le frère de ma mère, c'était un jésuite correspondant davantage au schéma classique. Ah, attention, crispé, constipé. Ah d'accord, c'est le Je ne sais pas s'il nous embrassait quand on allait le voir. Je ne sais pas s'il nous embrassait. Nous étions ses neveux, fils de sa sœur. Je ne sais pas s'il nous embrassait. Ah, il savait par cœur nos bulletins de notes. Il disait, je vois que en mathématiques, bref, ce genre-là. Oui, oui, je vois un peu. On n'en voit plus que dans les films maintenant, des gens comme ça. Je ne crois pas ça. Ah oui. Je ne crois pas ça. J'ai un confrère à Paris, et je pense à un, exactement comme ça. Non, c'est une question de tempérament. Mais il y en a deux. Un que j'ai eu la chance de rencontrer tout de suite, quand j'étais en quatrième, la première année en France, qui était mon professeur de français, latin, grec. Un vieux bonhomme qui avait fait la Chine. On disait qu'il avait été torturé en Chine. Un type extraordinaire. D'une bonté. Le soir, après les cours, pendant les temps d'études, on était essentiellement dans les salles d'études, etc. Dans sa chambre, il y avait au moins des gens qui avaient obtenu la permission d'aller le voir. Tu sais, tu faisais un petit billet, là je vais, je me paie un tel, etc. Tu arrivais dans sa chambre, il y en avait 10 ou 12. De mon âge, c'est-à-dire 12-13 ans, jusqu'à 18 ans, autrement dit ses élèves actuels et ses anciens élèves, qui l'adoraient. Et qui faisaient, alors quelques-uns qui causaient avec lui, les autres lisaient des illustrés sur le plancher, les autres se racontaient des histoires. C'était un endroit où on pouvait vivre. On était assez serré, hein. Putain. Et lui, il était là tout sourire. Il avait un rayonnement, cet homme. Pour moi, c'était un des 5 que j'ai connus. Quelqu'un que rien n'arrêtait pour, je dirais, quand il s'agissait de rendre un service ou de rien de là. Et puis l'autre, celui que j'ai rencontré 2-3 ans après, qui était, il avait un poste de professeur de philo, il était aumônier, c'est-à-dire un peu responsable spirituel des grands. Et bien lui aussi, alors lui, il avait fait, il n'avait pas fait la guerre, il avait fait le STO ou les chantiers de jeunesse, enfin ces trucs. C'est quoi? Il y a eu le STO, il y a eu le service du travail obligatoire en Allemagne. Est-ce qu'il avait fait le STO, lui? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il avait fait les chantiers de jeunesse? Enfin, il avait été marqué par la guerre. D'accord. C'était un homme, qu'est-ce qu'il pouvait avoir? 35 ans, 25 ans, 40 ans, je ne lui donne plus l'âge maintenant à cette époque-là. C'était un type extraordinaire, qui riait, et avec lequel on pouvait parler de tout. Il te mettait en confiance, il te donnait confiance. Nous, on était des garnements de 15, 16 ans, 17 ans. Il nous traitait comme des adultes, il nous faisait confiance, et rien ne l'arrêtait. Par exemple, certains jours, le règlement était sévère, on était serré. Alors certains jours, il y en avait marre, et avec un copain ou deux, on sautait le mur, et on allait au cinéma. Et on rentrait, très tard pour cette époque-là, c'est-à-dire 10h ou 11h, et il y avait une grille, de 4 ou 5 mètres de haut pour entrer. À partir de la grille, on voyait au 3e étage, ça fait un mètre encore allumé, on sifflait, il descendait. Waouh. Complicité. Si rien ne l'arrêtait. Bon, il était indulgent et prêt à s'engager inconditionnellement pour complicité, oui. C'est-à-dire qu'il était au-dessus des règlements. Au-dessus des règlements. Donc ça t'a en quoi tout ça? Il n'aurait pas fait n'importe quoi, donc c'est quelqu'un en qui on avait une confiance totale. Totale. Et bien lui, je suis allé lui parler. Je crois que c'est sérieux. Continue, réfléchis, réfléchis, puis ne te presse pas, tu as encore 1 an et demi ou 1 an avant d'avoir fini. Mais moi je pense que le bon Dieu t'a permis. Ça t'a réconforté. Oui. Dans Ça m'a donné l'assurance que je ne me trompais pas. Bon, alors après, quoi faire avec ça?
Parce que j'étais pas très attiré par la religion. Moi, j'étais pieux, je priais, mais... Les études religieuses, c'est autre chose. Hein, voilà. Les études religieuses, oui, non, théologiques, c'est et autre puis chose. la vie des prêtres, je la trouvais rébarbative. Il faut confiner dans leurs églises. Voilà. Toujours dans les bénitiers, dans les... non, ça n'était pas fait pour ça. Alors, ça tenait en grande partie en l'éducation, au grand-père. Mais... Et puis, bon, alors j'ai réfléchi, qu'est-ce qui me reste ici, le sacerdoce, parce que à l'époque, on n'a pas beaucoup réfléchi là-dessus pour quelqu'un qui se sentait appelé par Dieu, et automatiquement, il entrait dans ce qu'on appelait les ordres. Bon. Aujourd'hui, on dirait, il faudrait y voir de plus près cette vocation, tu l'appelais à quel genre de vie, tu vois, quel genre de service, quel genre de truc. Il y a des gens qui n'iraient pas dans les ordres, qui se consacreraient à faire autre chose. En fait, nous, pourtant, c'était assez simple. Ça veut dire devenir religieux ou prêtre, etc. Mais ça n'a pas. Et ça intervient effectivement après le bac, pour toi? Alors, bah oui, ça intervenait après le bac. Enfin, j'étais en chemin vers le bac, alors en passant le bac. Et puis, alors je me demandais quoi faire. Les prêtres diocésains, comme Jacques Lebrun, tu vois, j'en connaissais très peu, parce que ici, presque toutes les églises étaient tenues par des franciscains. Oui, c'était le Les franciscains, j'avais connu leur couvent, ça me disait rien, j'en aimais bien quelques-uns. Mais pas leur système. Ben non. Non. Les prêtres diocésains, j'en connaissais pratiquement pas. Que je les apercevais quand je voyageais en France, dans les églises, etc. Les dominicains, je ne connaissais pas. Les moines, j'avais été une fois ou l'autre dans un monastère. La vie, ça n'a rien à voir avec la ferme. la vie un peu confinée, tout ça. Tu sais, tu vas chanter les psaumes, tu reviens travailler, tu vas prier, tu reviens. Non. Bref, j'ai tourné ça dans la tête pendant un an. Tout en parlant avec tel ou tel. Puis alors, il y avait quelques copains aussi qui se posaient les mêmes questions. On était quand même plusieurs à avoir des idées de ce genre. Et puis alors, mon guide spirituel, là, puis écoute, on regarde voir du côté des jésuites. Alors moi, les jésuites, ça ne m'attirait pas à cause de mon oncle. Mais ces deux bons hommes-là, c'était des jésuites aussi. Or, un système qui produit des gens comme ça, forcément... Un système qui produit des gens comme ça, forcément bon. Ça ne doit pas être mauvais. Et c'est comme ça que j'ai fini par entrer chez les jésuites. Bon, premier séjour, premier contact. Et alors, ces premiers contacts, comme les premiers temps, étaient tout à fait rébarbatifs. Parce qu'en fait, on menait exactement la vie que j'avais vu mener aux franciscains, à très peu de choses près. Tu sais, beaucoup de prières, une vie un peu confinée. Et puis on savait que ça serait long, qu'il y aurait de longues études. Mais... Plus de cinéma. Ah non. C'est ou alors pour nous, entre nous, à la maison. Mais je me disais, je me continue à me dire ça, un système qui a produit ces deux bons hommes-là ne peut pas être mauvais. Ne peut pas être mauvais. Laissons le temps passer, effectivement, tel ou tel des gens, parce que eux, je les ai perdus de vue, malheureusement, mais tel ou tel des confrères aînés qui m'ont accompagné à cette époque-là m'ont aidé à dire, ne nous passons pas, laissons passer la vague. Alors, bon, cher, je ne te décris pas, c'est pas notre sujet, je ne te décris pas ce que c'était que la vie religieuse dans mes débuts. C'était extrêmement serré. Toi qui avais c'était intellectuellement pas très ouvert, enfin, si, il y avait des grands bons hommes, mais on les rencontrait pas très souvent, parce que les grands bons hommes, ils étaient à droite, à gauche, dans les universités, dans les centres de recherche, etc. Ou bien, comme ceux que j'avais connus, ils étaient à droite, à gauche à travailler. Tandis que les gens qui étaient chargés de notre formation, c'était des gens assez classiques,
compétent, capable d'enseigner, capable de ceci, mais pas grand-chose pour la rigolade et puis pour l'ouverture. Alors ça a été surtout entre jeunes qu'on a beaucoup communiqué à cette époque-là, parce qu'on se posait les mêmes questions. Oui. Il y a eu beaucoup de parcours communs. Bon, enfin là, je ne sais pas si on est dans le sujet, parce que mes études, etc., je sais pas Donc, si ça... donc cette formation en France, elle a duré combien de temps, et puis le retour au Maroc? Alors, ma formation a duré globalement... Formation religieuse. Globalement 16 ans, mais non, il n'y a pas 16 ans d'études religieuses. Il y a 2 ans de noviciat, 3 ans d'études littéraires. À ce moment-là, j'ai fait une licence de lettres. Toujours à Poitiers? Non, le noviciat était à Laval, et la licence de lettres, je l'ai faite à Laval, mais on passait les examens à Paris. Ensuite, j'ai été envoyé 2 ans au Liban comme professeur, à la place du service militaire. C'était la guerre d'Algérie à l'époque. Bon, les jésuites avaient des collèges là-bas, qui fonctionnaient avec des jésuites, mais où ils avaient toujours un apport de jeunes qui venaient de France, notamment, passer d'1 an, 2 ans. Et tu es resté combien environ? 2 ans. 2 ans. Et c'est là peut-être que tu as commencé à apprendre là. Voilà. Voilà. Aurélie. Ouais, Aurélie. Aurélie, j'ai assisté à la messe en arabe pendant 2 ans, quotidiennement, la messe maronite. Mais on m'avait chargé d'enseigner le français, le latin, je ne sais plus quoi encore. Bon, ça c'était à peu près dans mes compétences. J'ai appris quelques mots d'arabe libanais, quelques mots comme ça. Bon, ce qui a d'ailleurs suffi à asseoir mon autorité. Je comprenais vaguement 50 mots, 100 mots d'arabe qui ressemblaient à ce que j'avais entendu. Un de mes confrères surveillants, professeur, m'a appris quelques grossièretés le premier jour. Oui, c'est ce qu'on apprend toujours. Ce qui m'a permis d'asseoir mon autorité sur les élèves. Parce que le deuxième jour, j'en ai chopé un tel en train de dire des bêtises de ce genre-là. Or, il se trouvait qu'à l'époque, c'était très serré là-bas, et il était interdit aux jeunes Libanais de parler arabe en semaine. Ils ne pouvaient parler arabe entre eux qu'à certains jours, etc. C'était pour les former en français. D'accord. Et alors, vous allez me faire telle punition pour avoir parlé arabe, en dehors du temps prévu, et telle autre punition pour avoir dit des grossièretés. J'ai débarqué de France la veille, de 3 jours avant. Ils ont regardé ce petit blanc-bec qui paraissait 18 ans, 17 ans, j'en avais 22 ou 23. Ça y est, à partir de ce moment-là, le pingouin, qui a l'arabia, Ah, d'accord. Enfin, ils disaient ça entre eux quand même. Et effectivement, leur conversation, je ne comprenais rien, mais je te dis, il y avait ces 3 ou 4 jurons. Ça suffisait pour 3 ou 4 insultes, et puis quelques mots de base, bon. Mais non, j'ai malheureusement pas appris l'arabe. Je ne sais pas pourquoi, parce que. Alors, c'était intéressant, ça m'a fait faire une petite expérience des chrétiens orientaux. Mais c'était sympathique, c'était exotique. Ça me rappelait un peu le Maroc. Il y avait des éléments communs, mais on était en milieu chrétien, on était en milieu exclusivement chrétien. Je l'ai trouvé attardé. Là, attardé, pas du tout au point de maturité ou d'ouverture où on avait été, moi dans mon bled, et puis en France. Attardé. Que ce soit d'ailleurs les jésuites français qui étaient là, qui travaillaient là, et que ce soit les Libanais. Les jésuites français, ils étaient là depuis 20 ans, et ils avaient la mentalité de 20 ans, non? Non, ça n'a pas beaucoup attiré. Il y avait des choses attirantes, mais d'autres choses pas attirantes. Et puis alors, oui, alors là, la religion, alors là, une bonne messe orientale,
ça dure pas une demi-heure ou une heure, ça dure 2 heures ou 3 heures. C'est une bonne. On a le temps. Bon, alors là aussi, moi, élevé à la française, bon, ouais, que ça faisait un peu long. Bref, il n'y a pas eu le déclic, d'autant que, non, j'étais attiré par l'arabe. J'étais attiré par l'arabe. Pourquoi? Ben, bon, c'était le lien. Mais le supérieur, là-bas, m'a très vite dit, ah, vos pèlerins, non, vous n'êtes pas pour nous, vous n'êtes pas fait pour nous. Alors que tel ou tel jeune jésuite français qui faisait à l'époque de l'arabe, là-bas au Liban, il y avait une maison spécialisée pour ça. On se connaissait, on se rencontrait, on sympathisait. Et ils trouvaient que j'étais doué pour l'arabe parce que je prononçais toutes les lettres sans difficulté, alors qu'eux, ils avaient beaucoup de mal. Ils disaient, tu te rends compte, il a la haine naturelle. Mais c'était trop clair. Ouais. Non, ça a été, c'est une expérience qui m'a fait retrouver un monde arabe, mais ça n'a pas été le coup de foudre pour le Liban comme tel. Je ne me sentais pas très à l'aise pour ça. Donc, 2 ans au Liban? 2 ans, ensuite retour en France pour faire 3 années de philosophie. Et alors pendant tout ce temps-là, moi, je me disais, bon, ben, qu'est-ce que je ferai plus tard, j'en sais rien. Alors quand on discutait avec les responsables, il y avait la légère perspective qui était, bon, travailler en France, dans les travaux, on appelle ça chez nous des ministères classiques des jésuites, c'est-à-dire donner des conférences, donner des retraites, faire de l'éducation, de l'enseignement dans les collèges, etc. Bon, on disait peut-être, oui, bien, pourquoi pas. Et puis alors, il y avait les missions. Les missions, c'est-à-dire partir ailleurs, dans d'autres parties du monde. Alors, tu en avais qui arrivaient, qui venaient en vacances, qui arrivaient du Vietnam, de Chine, plus trop dans le... Donc, Henri Vienne était arrivé de Chine, avant de venir au Maroc. Oui, oui. Il y en avait qui arrivaient d'Afrique, il y en avait qui arrivaient d'Amérique latine. Et alors qu'ils parlaient, si tu veux, moi, il y avait de l'horizon d'ailleurs. Alors j'allais trouver le supérieur, je leur disais, mais il y a un appel, là, il y a des besoins là-bas. Alors le supérieur, ce petit jeune homme, là, il dit, mais on dit que vous n'avez pas une très bonne santé. Il faut une santé de fer là-bas. Fils de la ferme, tu devrais être plutôt en bonne santé. Eh bien, j'étais en bonne santé. Mais, assez vite, dès la 3e ou 4e année, enfin, il y a les 2 premières années, les années de noviciat, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. C'était des années de prière, de formation spirituelle, et puis on s'occupait comme on pouvait entre deux. Bon. Dès que j'ai commencé les études, j'ai été fatigué. Fatigué, maux de tête. Et très vite, j'ai fait partie du peloton des gens fatigués. Il y en avait toujours. Il y en avait toujours 2 ou 3 alors qu'il y avait une dispense pour se lever un peu plus tard. Alors au lieu de me lever à 6h ou 5h30, je me levais à 6h30 ou 7h. Et on était 3-4 comme ça. On avait un petit régime. On avait fondé le petit club des petits crevets de la Mère de Dieu. Hein. Parce que tu sais, les ordres religieux ont souvent des noms exotiques. Et alors on avait trouvé dans je ne sais plus quoi, dans le bouquin, il y avait les clercs de la Mère de Dieu, etc. Alors nous, on s'était appelé le petit crevet, le club des petits crevets de la Mère de Dieu, des écoles pies. Alors donc, je passais pour une petite santé. Parce que j'avais, je te dis, pour les types. Le modèle. Il y avait un modèle. Le modèle, c'était le gars qui se levait à 5h30. Bon, il faisait sa prière, petit déjeuner, office, messe. Et de 8h du matin à 8h du soir, boum, le travail. Toujours travail intellectuel. Travail intellectuel. Alors les cours, bon, on suivait des cours, mais alors en général les cours c'était le matin, il y avait 2 ou 3 heures de cours le matin, et puis l'après-midi, travail personnel. Bon, l'après-midi, je commençais par faire une petite sieste, et puis ensuite je travaillais 1 heure, 1h30, pouf, j'avais un coup de fatigue, je me reposais une demi-heure, je reprenais un peu, enfin ce genre-là.
Alors ça ne veut pas dire que j'assimilais pas, que je n'avais pas de bons résultats, j'avais des résultats. Sans être très brillant, mais enfin honorable. Mais, alors le supérieur, bon, les types qui partaient en mission, c'était des gars qui n'étaient pas forcément des grands intellectuels, des gars que les études ennuyaient un peu, mais c'était des forces de la nature. Et, je vais en mission, alors Madagascar, je ne sais pas quoi, mais je gars, alors moi, ils voyaient arriver un petit Francis Gouin, mais tout blanchâtre, j'étais très blanchâtre à l'époque. Blanchâtre, maigrichon, enfin, maigrichon, oui, mince, quoi. Et puis, il y avait dans son dossier, fatigué, a besoin de repos, ne peut pas se lever tôt, tu vois. On va pas tomber à Madagascar. Ouais, Madagascar. Un jour, comme ça, arrive un type, je ne sais plus, une demande dans l'Amérique du Sud, etc. L'Amérique du Sud. Alors, Mais tu étais prêt à aller loin? oh, j'étais prêt à aller au bout du monde. C'est la phobie de la jeunesse. J'étais prêt à aller au bout du monde. Oui, et puis c'était des choses, les gens qui venaient nous parlaient de choses passionnantes. Passionnantes. Ils faisaient des choses passionnantes. Ils faisaient des choses nouvelles, ils créaient des choses nouvelles, que ce soit en Afrique, en Afrique. C'était la nouveauté, c'était des horizons. C'était ma candidature pour aller en Amérique là-dessus. Super, je dis. Vous savez l'espagnol? Je dis non. Il dit, vous voyez bien. C'est exclu. Ces braves supérieurs, c'était des gens prudents. Attention, voilà, jamais. Or, moi, dans mon dossier, il y avait a fait de bonnes études littéraires. Oui. Autrement dit, on affiche, c'est normalement, bon, l'enseignement dans les collèges français, quoi, qui étaient encore assez nombreux. Hein. C'est bien, bon, je sais pas l'espagnol, je sais pas l'espagnol. Et alors, là-dessus, la guerre d'Algérie prend fin, à laquelle j'avais échappé par mes 2 années au Liban, mais tous mes camarades l'avaient faite, sauf les quelques-uns qui étaient allés au Liban ou en Égypte, pas moi. Ils l'avaient tous fait, ils avaient été très marqués. Moi, j'avais été très marqué par cette guerre d'Algérie aussi, on en parlait énormément, on les voyait quand ils revenaient de la guerre. Quand ils revenaient de la guerre, ils étaient souvent abîmés. Et là-dessus, bon, la guerre d'Algérie prenant fin, en Algérie, il y avait des jésuites qui étaient tous liés à la colonie française, qui étaient membres de la colonie française. Et alors, à l'occasion de la fin de la guerre d'Algérie, on va chercher un jésuite en Égypte, français, et on l'envoie en Algérie pour une espèce d'audit. 62, 62. L'indépendance. 62. Juste après l'indépendance, il a été en Algérie, il a fait un voyage, il a parcouru l'Algérie, il a rencontré un certain nombre de gens. Alors lui, il avait fait des années d'Égypte. Il avait fait des choses extraordinaires. Bon arabisant. Et il revient d'Algérie en disant il y a un avenir tout neuf dans ce pays. Et si tous les chrétiens, ou presque tous, sont partis, il y a quelque chose à faire auprès de cette population actuellement. Il y a une place dans l'éducation, il y a pas mal de choses à faire, on a besoin de gens inventifs. Et il passe là où j'étais, moi je finissais en dernière année de philosophie, j'ai préparé ma licence en philosophie. Toujours petit crevé de la mère de Dieu, des écoles pines. Il passe, il parle de ça. Il y a besoin de gens, il y a besoin de monde là. Alors bon, ben, c'est vrai, il faudra des gens qui sachent l'arabe, c'est clair, ça apprendre l'arabe. Mais la compagnie a un rôle à jouer dans ce pays actuellement. Passe le supérieur, notre supérieur, le grand supérieur, il n'était pas toujours là, il habitait Paris, il passait de temps en temps, il passe quelques temps après, quelques semaines après. Je le trouve. Il dit, dites donc, on demande des gens en Algérie, là. Je ne suis pas forcément plus mal placé qu'un autre.
avec mon passé, d'après ce que j'ai entendu, il semble que je pourrais faire l'affaire. Alors, pour une fois, il n'a pas trop regardé ma fiche. Petit malade, etc. Il m'a dit, mais il faut savoir l'arabe. Lui, on dirait, il dit, est-ce que vous êtes capable d'apprendre l'arabe? C'était en 62. C'était en 63. Début 63. Je lui dis, il faut que je réfléchisse. Ah, il me dit, écoutez, bon, je suis là quelques jours, c'était une grande maison, il était plus de 100, il faisait le tour de la maison, il voyait tout le monde, il avait 4 ou 5 jours devant lui au moins, pour voir les gens. Il m'a dit, revenez me voir dans 3 jours. Alors quelqu'un qui pendant 10 ans a été fatigué, si tu veux, par les études, qui avait des maux de tête au bout d'une heure ou deux, chaque fois que je faisais quelque chose, je voulais un livre. L'arabe, je vais à la bibliothèque, je prends un livre d'arabe, une grammaire arabe. Ça existait dans la bibliothèque, on appelle des bibliothèques très profondes. Ah, bon, voilà. Enfin, quand même, il y avait l'alphabet. Je prends ça chez moi le soir, je commence à regarder. Ça fait qu'au bout d'une partie de la nuit, l'alphabet n'était pas insurmontable. Et puis alors, là j'ai le bon esprit, au lieu de demander conseil à des aînés, à des professeurs, etc., j'ai été trouver les copains. Et pas n'importe qui, j'ai été trouver mes vrais copains, qui étaient l'un un Allemand, l'autre un type à la fois d'origine irlandaise et plus ou moins né à l'île Maurice. Des gens un petit peu marginaux, tu vois, par rapport au grand groupe. C'était des vrais copains. Ils faisaient d'ailleurs un petit peu partie du club des fatigués. Mais 2, sinon 3, peut-être le troisième, je ne me rappelle pas. On dit fonce, pas de problème. Fonce. Ces histoires de fatigue, ça ne tiendra pas, en France, alors le troisième jour, c'est retrouvé mon supérieur. Et je dis oui, je suis capable de prendre. Alors lui il me dit, alors à l'époque la France, les jésuites étaient divisés en plusieurs régions, on appelait provinces, etc. Il me dit, mais vous savez, moi je suis responsable de la province de Paris, et l'Algérie ne dépend pas de la province de Paris, elle dépend de la province de Lyon. Nous, dépend de nous, c'est le Maroc. Je dis, moi, le Maroc, je n'en parle pas parce que j'en viens. Alors ça me gêne un peu. Oui. C'est gênant de demander à aller là d'où tu viens. Je ne sais pas ce que ça donne comme enregistrement. Certes. J'ai écouté. Pour moi, l'Algérie, le Maroc, c'est le Maghreb, c'est le monde arabe, c'est le monde où je suis né. Je pense qu'il y a des différences, mais qu'il y a beaucoup de ressemblances. Moi, j'ai entendu un appel de la compagnie en Algérie. Le Maroc n'a pas fait appel à moi, les jésuites du Maroc n'ont jamais fait appel à moi, les jésuites, entre-temps, s'étaient installés au Maroc. D'accord. Et mon père avait participé à la fondation, etc. Mais, et tes parents étaient toujours restés au Maroc après l'indépendance? Oui, donc, ils étaient là, oui. Ils étaient là, ils n'avaient pas quitté dans la vague d'après 56. Non. Mais ils avaient participé à la fondation des jésuites au Maroc. J'y étais très mêlé. Mon frère cadet était un des premiers élèves de cette école. C'était une école d'agriculture à Temara. Mon père avait participé à l'élaboration, au projet, certainement donné un coup de main financier à la fondation. Mis mon frère là-bas en pension, ce qui l'a sauvé. Lui, ça a sauvé sa scolarité, qui avait été une catastrophe dans toutes les autres écoles. Mais cette école, qui était la seule présence des jésuites au Maroc, n'avait pas fait appel à moi. J'avais aperçu